Bonjour Michel. Salut Nicolas. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Lévy-Provençal. Donc ça fait longtemps que je voulais recevoir Michel sur le podcast parce que je suis Michel depuis de longues années. Son parcours dans la tech m'a toujours appris plein de choses. Michel, c'est le fondateur de Brightness. C'est aussi le fondateur de TEDx Paris. Euh, Après, Michel, je crois que tu as donc plein de formations à ton actif avec la Saïd Business School, Oxford University, euh, la Singularité University. Euh, et écoute, je pense que tu as toujours été dans l'innovation, euh, avant-gardiste, et c'est ce que tu amènes donc aujourd'hui dans les entreprises, mais surtout il y a ton regard. Moi, je me souviens aussi de ce que tu faisais même à l'époque de Rue 89 et France 24, là où je t'avais Ouais. croisé, donc il y a quelques années. Et aujourd'hui, donc on est réunis pour parler de l'intelligence artificielle. Donc bienvenue Michel. Merci de m'inviter Nicolas. Génial. Alors, Michel, est-ce que je peux te demander un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'IA générative? Alors aujourd'hui, donc là, on tourne, on enregistre le lundi 4 septembre, donc bonne rentrée à tous. Mais donc, qu'est-ce qui se passe depuis en particulier le 30 novembre 2022, date du lancement de ChatGPT? Oui, c'est important hein, de rappeler la date à laquelle on enregistre parce que ça Hmm. avance tellement vite que Ouais. c'est bien de dater notre propos. Écoute, ce qui s'est passé avec l'arrivée de ChatGPT sur le marché, c'est un peu ce qui s'est passé par le passé avec des grandes révolutions technologiques, que ce soit l'arrivée de l'électricité avec pour la première fois, non pas l'invention de l'électricité, parce que on va le voir, ces technologies d'IA sont assez vieilles, mais l'arrivée sur le marché de solutions qui rendent cette électricité accessible à tous. Par exemple, la première centrale électrique arrivée à New Mhm. York, créée par Edison, je crois que c'est autour de 1880. Ça a ouvert l'accès à, cette nouvelle énergie pour, les New-Yorkais. Un autre exemple, c'est, autour de 1920, tu sais, avec, la commercialisation de la Ford Ouais. T. La voiture existait avant. Mercedes-Benz avait déjà, sorti des voitures, mais Ford a créé cette, voiture pour la rendre accessible par le plus grand nombre. Et puis, c'est l'autre évolution, c'est celle, qui est la plus proche de nous, c'est l'arrivée de l'internet. Quel est le moment où internet a été rendu accessible, au plus grand nombre? Alors il y a plein d'exemples, mais moi ce que je retiens, c'est l'arrivée de Windows 95. Parce que Windows Ouais. 95, c'est le moment où sur notre PC, on a eu, pour la première fois Internet Explorer, l'accès au modem facilité et donc l'ouverture au plus grand nombre de cette, technologie. En fait, ChatGPT, c'est ça. Ça n'est pas une révolution technologique parce que, Mhm. les IA et en particulier les IA génératives datent, d'à peu près, alors certains se battent, les experts se battent, mais autour de 2014-2015, c'est les premières technologies à base de transformers. Et puis bien avant, hein, évidemment, DeepMind, toutes les, toutes les avancées en matière d'intelligence artificielle, mais ChatGPT a été le moment qui a rendu accessible au plus grand nombre, mais pas forcément aux experts, cette technologie. C'est ça qu'on a vécu en novembre dernier. C'est cette accessibilité, c'est dans ce sens-là que c'est une disruption. Et donc, tout à fait, super important. Une vraie disruption. On parle de ChatGPT. Dans la foulée, donc tout un tas d'intelligence artificielle et d'acteurs concurrents sur des LLM, mais aussi certains acteurs qui vont être plus applicatifs ou d'autres sur l'infrastructure, ou d'autres enfin comme Midjourney par exemple, qui est un super outil que je trouve complètement bluffant et qui tient qui est aujourd'hui un petit peu leader sur la génération d'images. Est-ce que c'est un outil que tu utilises aussi, Michel? Oui, j'utilise pas mal Midjourney. J'ai testé beaucoup d'autres approches, hein, notamment Stable Diffusion, qui est un peu plus compliqué à aborder et à gérer. Midjourney, c'est quasiment un outil quotidien pour moi.
Ouais, Alors pour y accéder, c'est un peu compliqué parce qu'il faut utiliser, une plateforme qui s'appelle Discord, qui est une plateforme d'échange, de chat, entre membres de communauté. Ils ont intégré des bots, qui permettent d'accéder à, l'équivalent du moteur Midjourney. Il y a un langage à apprendre, mais c'est assez simple, hein, il suffit d'aller, sur internet, ou bien, d'ailleurs, j'en profite, c'est un peu de la promo, mais bon, bien c'est sûr. pas grave. J'ai sorti un guide, il y a une semaine sur, l'usage de l'IA générative en entreprise. À l'intérieur du guide, il y a 2 pages sur, la manière d'utiliser Midjourney. Le guide est téléchargeable, hein, sur les sites brightness.fr ou, leviprovençal.com tout collé. Il est gratuit, donc vous pouvez aller, il y a 140 pages, hein, d'infos à l'intérieur. Il n'y a pas que Midjourney, mais à l'intérieur, il y a une fiche mémo pour pouvoir utiliser Midjourney. Et ce qui est assez extraordinaire avec Midjourney, c'est la rapidité avec laquelle les images sont générées, et puis, d'une certaine façon aussi l'acuité, quoi, la façon dont l'IA arrive à comprendre le prompt, c'est-à-dire la manière dont, on lui parle, et à générer, à construire, à fabriquer des images extrêmement, fines, de grande qualité qui ressemblent à de la photo. Donc, Midjourney, oui, je l'utilise, quasiment au quotidien. Bien sûr. Génial. Alors, Michel, en effet, bah, ton guide, je le mettrai en commentaire et je le recommande. Je l'ai lu en entier et il est vraiment super Ah intéressant. ben, Là, merci. pour, au mois de septembre 2023, ça permet de faire un vrai tour. Sur Midjourney, Midjourney et justement les images générées par, l'intelligence artificielle, il y a une étude qui vient de sortir au mois d'août, qui nous disait que, grosso modo, ben, on a eu, en 1 an et demi, 15 milliards d'images générées par l'intelligence artificielle, dont 964 millions donc à août 2023, 964 millions sur Midjourney, heu, 1 milliard sur Adobe Firefly, 916 millions sur DALL-E 2 et Stable Diffusion, donc avec les modèles qui l'utilisent, 12,5 milliards. Et le truc incroyable, c'est que, grosso modo, on considère qu'il a fallu 1 an et demi pour générer ces 15 milliards d'images et en gros, ben, c'est ce qui a été généré sur l'ensemble, de la photographie depuis 150 ans. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, Michel? Oui, c'est la courbe exponentielle de la loi de Moore. Oui, bien sûr, c'est vertigineux, et encore, on parle que de l'image et de la photo, je veux dire. Attends, Mmh. attends, attends que la vidéo arrive. Elle a déjà commencé à arriver, mais ça reste quand même très, très rudimentaire. Ce qu'on vit Ouais. aujourd'hui avec la vidéo, c'est à peu près ce qu'on pouvait vivre en juin ou juillet dernier avec l'image, avec la photo. Je sais pas si tu te souviens, alors Mmh. quand je dis juillet dernier, c'est pas, juin 2023, hein, c'est juin 2022. Oui. Entre, allez, janvier et juin 2022, on a commencé à voir apparaître les premiers outils de génération d'images. Je me rappelle parce que j'avais, commencé à travailler sur une série documentaire, pardon, pas une série documentaire, une série fictionnelle Ouais. utilisant l'IA et écrite avec une IA. 50 avec une IA, 50 moi, elle est en ligne, Ouais. encore aujourd'hui, et j'illustrais chacun des chapitres par de l'image, et j'ai vu l'image générée par, de l'IA, et j'ai vu l'évolution des Incroyable. capacités, et c'est assez bluffant. C'est-à-dire que les toutes premières versions de DALL-E, ou même avant, hein, avec des outils qui faisaient du GAN, hem, c'était vraiment très basique, et on Mmh. retrouve ce niveau de simplicité dans les vidéos qui aujourd'hui, en août ou septembre 2023, sont générées par les outils. Donc c'est très intéressant de voir ce qui va se passer dans l'année qui vient, et de se redonner rendez-vous peut-être en septembre, 2024, pour faire le point sur la vidéo, et ensuite Mmh. faire le point sur les environnements 3D interactifs qui, avec le couplage, des Mmh. lunettes virtuelles. Apple, a sorti, ces lunettes, elles devraient être commercialisées, au mois de janvier ou février. Donc tout ça va accélérer cette courbe exponentielle que tu évoquais, en comparant les chiffres des images générées par des IA versus celles qui avaient été, créées par l'homme. On va Ouais. le vivre avec la vidéo, on va le vivre avec les jeux vidéo, on va le vivre avec, les mondes 3D interactifs. Mmh. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que Midjourney a la particularité aussi, on peut dire, je pense, de faire du beau.
Ce que tu nous dis, c'est aussi qu'un Runway ML avec, Gen 2, notamment, grosso modo, c'est à peu près donc sur la génération de vidéos, l'équivalent, enfin, en tout cas, moi, ça me parle, hein, de il y a 1 an sur de la génération d'images, quoi. Oui, alors est-ce que ça va évoluer à la même vitesse? Je sais pas, je pense que la complexité est plus importante. Mmh. Mais effectivement, sur Runway, avec Gen2, on fait quelques tests aujourd'hui. On se retrouve avec des contenus qui ressemblent assez à ce qu'on Bien avait sûr, il y a 1 an en images. Hem, c'est marrant, Peut-être un petit peu on mieux. retrou Ouais. On retrouve un peu, tu sais, j'en parlais, avec un copain, on retrouve un petit peu l'étrange de temps en temps qu'on pouvait avoir sur certaines images qu'on générait, tu sais, où on s'attendait pas au résultat, grosso modo, contrairement Mmh. à celui qui aujourd'hui est beau, photoréaliste et 5 doigts sur une main humaine. Ouais. Là, sur une vidéo générée sur, Runway, de 18 secondes, là, grosso modo, on est sur quelque chose de beau, un peu étrange, qui peut faire un petit peu peur aussi. On ne sait pas trop la direction dans laquelle ça va. Bon, pour l'instant, pour ceux qui veulent tester, c'est très simple, hein. Il suffit d'aller sur runway, .ml, Mmh. c'est super simple à utiliser. Ça reste du gadget. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, c'est bien pour faire des mèmes, qu'on va faire tourner sur internet, qui durent 12 secondes, mais en aucun cas on fait un film avec, Ouais. avec Gen2 aujourd'hui. En revanche, avec Midjourney, on peut illustrer, de manière totale, complète, des présentations, faire des diaporamas, enfin faire des sites web et illustrer, ça sans aucun problème, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an. Et c'est dans ce sens Mmh. que je dis probablement que dans 1 an, on va avoir, une évolution majeure, sur la vidéo et que, Mmh. ce qu'on fait aujourd'hui, ne ressemble pas du tout à ce qu'on fera, dans 1 an. Tout à fait, et on peut penser que ça va correspondre un petit peu aussi, à, la multimodalité, donc Mmh. à l'intégration peut-être de même donc dans un ChatGPT, donc de données de sortie qui seraient, images ou vidéos, par rapport à une entrée texte, tel que c'est le cas aujourd'hui en text to text. Oui, 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 ce que tu appelles le multimodal, c'est cette capacité des IA génératives à pas prendre que du texte. Les premiers à en avoir, parlé dans le grand public, c'est OpenAI, et notamment Sam Altman, avec ses premières, démos, des outils qui ne sont pas encore sur le marché. Moi, je me Mmh. rappelle, Brockman, le CTO de OpenAI, qui était à TED cette année en avril, nous a fait une démo live, Ah ouais. des toutes dernières versions de GPT-4, qui est en réalité GPT-4.5, voire ce que va être GPT-5, où la multimodalité est, fondamentale. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre une photo. On a vu aussi une démo qui avait été faite sur internet, hein, d'un petit schéma, qui représente, l'interface d'un site web, et à partir de ce simple schéma, appuyer sur un bouton et d'avoir le code qui en sort. Ouais. Ou alors, prendre une photo un peu comme on peut le faire avec Midjourney et lui donner quelques paramètres, et que, l'IA te génère, toutes sortes de choses en sortie, une histoire, une autre image, une vidéo. Bref, c'est la multimodalité, c'est cette capacité à faire un saut entre un format et un autre, et de ne pas rester simplement dans, typiquement le texte. Quand on fait de la transformation avec, GPT-4, on reste dans le texte typiquement. Quand on fait de la transformation avec Midjourney, on reste dans l'image. Encore que Midjourney Mmh. commence un peu à faire de la multimodalité en faisant de la description ou en faisant Oui. de la génération. Mais là, on va passer d'un monde à l'autre, d'un format à l'autre, allègrement, sans se poser de questions, de l'image au code, du code au texte, du texte au son, etc. Et ça, c'est un vrai pas en avant. Ça, c'est le premier aspect de la multimodalité. Et le deuxième aspect, c'est ce sur quoi travaille aujourd'hui, Yann Lequin, avec, Oui. une nouvelle approche, qu'il a appelée IJPA, et qui consiste à utiliser les datas en multimodal pour pouvoir entraîner, les LLM, les moteurs. De sorte à ce que, Mmh. on fasse un lien sémantique, alors je le dis, de manière, extrêmement
basique, hein, et flou, il faut rentrer dans les détails, mais un lien sémantique entre une image et un texte et un son et une image, et cetera. Et donc pouvoir non seulement générer en multimodal, mais aussi apprendre du multimodal. Et ça, en faisant ça, on se rapproche de plus en plus de l'architecture du cerveau humain et donc de l'intelligence humaine pour ces machines-là, pour ces moteurs d'intelligence artificielle-là, ce qui est fascinant. Et je pense que l'horizon, c'est 1 an, hein. L'horizon, c'est fin Waouh! 2024. Extra, j'allais justement te lancer un petit peu sur Yann Lequin, donc merci de présenter un petit peu ses travaux, ceux qui les travaux qu'il réalise donc avec, ses équipes de recherche au sein de Meta, notamment le laboratoire aussi, FAIR, Facebook et AI Research, in Paris. Hem Comment est-ce que tu vois Yann Lequin, toi, Michel? Évidemment, c'est un des pères fondateurs de l'IA générative, des réseaux de neurones. Ce que tu nous décris à l'instant, c'est passionnant et je pense que ça peut changer la donne. Il parlait d'une voie de garage sur les modèles génératifs il y a quelques mois. Est-ce que c'est parce qu'il était trop en avance? Et est-ce que tu comprends aussi sa position un petit peu sur les moratoires? Où grosso modo, il dit qu'il n'y a pas besoin de réglementer quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas encore suffisamment avancé et ne présente pas de danger? Bon déjà, bon, je connais pas personnellement Yann Lequin, je suis évidemment, toutes ses, activités, ses publications. J'essaie de comprendre aussi ce qu'il fait parce que Mmh. honnêtement ça paraît parfois c'est très compliqué. Il fait Ce ça que je depuis 40 ans. Oui, c'est bon, c'est un des papes, hein, de l'IA, et ce que j'en retiens, 1re chose que j'en retiens, c'est qu'il a une approche, extrêmement rationnelle de l'IA et en Mmh. particulier de l'IA générative et perçoit ces IA comme des outils et moi je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des outils au même titre qu'on a eu d'autres outils numériques par le passé. Là, on a des outils qui sont évidemment beaucoup plus évolués, beaucoup plus complexes, beaucoup plus puissants, qui nous apportent beaucoup plus de capacité, de traitement, mais ça reste des outils. Et pour te donner un exemple, moi quand j'utilise les LLM, ces fameuses IA génératives, qui se basent sur du texte, je les utilise très, très rarement en tant que, génératrice, de texte, brut from scratch, c'est-à-dire, en Mmh. partant de rien. Parce que, c'est le meilleur moyen de, construire des textes bidons, de générer des erreurs, d'avoir des hallucinations. Moi, j'utilise Ouais. les LLM systématiquement en tant que transformatrice de texte ou de sources ou de contenu existant et je pense Mmh. que ça, c'est une chose qui est très importante aussi, qui illustre cette idée que ça reste des outils et ça reste des outils qui nous permettent de gagner en productivité. Le 2e aspect de ce que dit Yann Lequin, en tout cas de ce que j'en comprends, hein, encore une fois, je ne peux en parler, qu'au travers de ce que j'ai compris de ce qu'il écrit et de ce qu'il dit, c'est que, il me semble, qu'il ne croit pas en, l'arrivée d'une intelligence, artificielle, supérieure, dotée de conscience, je pense qu'il en tout cas, moi, je pense pareil. C'est-à-dire que soit on définit, les intelligences artificielles comme étant des miroirs de ce que nous sommes en tant qu'humains. Autrement dit, elles sont capables de mimer parfaitement, de parfaitement imiter, ce que nous sommes, au point d'ailleurs qu'à un certain stade, on ne puisse plus faire la différence entre un humain derrière un écran qui nous parle et un avatar piloté par une intelligence artificielle qui nous parle, auquel cas, bah, c'est très difficile de dire si, l'intelligence artificielle a une conscience ou non, de la même manière qu'il est très difficile de prouver que toi, tu as une conscience ou non. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? C'est-à-dire que Bien à sûr. partir du moment où l'IA est parfaitement capable d'imiter, d'avoir, de donner le sentiment qu'elle, ressent des émotions, peut-être d'envoyer des signaux non verbaux aussi, hein, quant aux émotions qu'elle va ressentir, d'avoir conscience de soi. Tant qu'elle peut
imiter parfaitement, bah, tu feras pas la différence et tu diras qu'elle a une conscience. Et je pense que le point de vue de Yann Lequin sur ce point-là, il est assez similaire. Encore une fois, je mets un énorme bémol parce que c'est ma compréhension de ce qu'il raconte. Mmh. Concernant l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, celle qui se rapproche le plus possible de l'intelligence humaine, multimodale, qui est capable d'apprendre, de s'adapter, etc. Tout dépend de la définition qu'on en a, tu vois? Si la définition qu'on a de l'AGI, c'est de se dire: «Bon, bah, en fait, elle est capable de faire, mieux ou équivalent de ce que fait, l'humain, sur du Mmh. multitâche, hein, sur plein de tâches différentes». Ouais. Aujourd'hui, si on agrège plusieurs intelligences artificielles spécialisées, une qui fait, de la génération, d'images, par exemple, comme un Bien artiste sûr. pourrait peindre ou dessiner ou prendre des photos. Ouais. Une qui écrirait des textes, une qui corrigerait. En réalité, cette agrégation-là, on n'est pas loin de l'intelligence artificielle générale. Je parle bien Ouais. d'agrégation, hein. On n'en est Ouais, pas ouais, loin. avec Donc tout dépend de la définition qu'on en a. Donc ce que j'aime beaucoup chez Lequin, c'est cette capacité à remettre tout le monde les pieds sur terre, dire: «Attendez, là on parle de technologie, on parle d'outils, arrêtons de fantasmer autour de ça, arrêtons de penser que ces outils vont nous dépasser, au point qu'ils vont prendre le contrôle sur l'humanité». J'aime bien cette approche-là. Et puis le dernier point, c'est, la réaction face au débat sur les moratoires. D'abord, c'est pas réaliste et il l'a dit, d'interdire le développement de ces intelligences mmh. artificielles. Aujourd'hui, c'est disséminé partout, c'est de l'open source parfois, Meta d'ailleurs a publié beaucoup de ses modèles en open source. On va pas arrêter, le développement. On serait même pas capable de le faire. Donc Ouais. quelle approche on peut avoir? Bah, la meilleure approche, il me semble, c'est celle du vaccin. C'est-à-dire que plus, on est exposé aux dangers et à la viralité, de ces IA, parce qu'il y en a, hein, des dangers, je ne dis pas qu'il y en a pas, hein, plus on va développer des anticorps, cognitifs face aux dangers de ces IA. Autrement dit, Mmh. plus on va être exposé, à des fausses informations, à, des vidéos, qui tentent de nous manipuler, plus on va comprendre comment elles fonctionnent, plus on va se méfier, plus on va détecter un certain nombre d'éléments qui, nous prouvent que ce sont, des fausses, informations, plus on va, devenir plus résistant, plus fort, plus capable en fait de se défendre face aux risques. Et moi je crois beaucoup à ça et c'est pour ça que je suis un fervent défenseur de l'open source en la matière. Je pense qu'il faut faire circuler ces IA, il faut faire circuler le code qui fait tourner ces IA pour, nous permettre d'apprendre, de nous empowerer, et d'être capable d'être le plus rapidement d'ailleurs, formé et autonome quant à l'usage et quant à la manière de se défendre face aux potentielles, influences néfastes de ces IA. Mmh. Très bien. Alors, justement par rapport à l'open source, alors il y a un papier un post qui est sorti, la semaine dernière, dans sur un blog qui s'appelle, Semi-Analysis, qui a fait beaucoup parler, et à plusieurs niveaux. Donc ce post, en fait, il parlait de Gemini, le nouveau modèle à venir de Google DeepMind qui doit sortir, donc d'ici la fin de l'année, fin 2023. Et il parlait aussi, en fait, des acteurs qui sont, riches en GPU pour, faire tourner leur modèle et des acteurs qui sont dits pauvres en GPU. Donc les riches, grosso modo, hein, ben, c'est les GAFAM ou les, Magnificent Seven, si on rajoute, des Tesla. Et je voulais te poser une question justement parce on parle de l'open source dans ce papier, en disant que grosso modo, je trouve cette déclaration assez forte, c'est que Hugging Face, Hugging Face, donc ce qui est un repository, sur lequel on trouve tous les modèles, open source, super connus, montés par des Français, qui fonctionnent très, très bien. Donc, et on disait qu'en fait que Hugging Face pouvait, piéger donc, plein d'acteurs, grosso modo, qui travaillent sur ces modèles, heu, qui bidouillent dessus, mais que concrètement, bah, comme il n'y a pas, suffisamment de GPU sur leur entraînement, on ne serait pas sur, un usage réel,
un usage massif, donc à grandeur nature, comme celui que peuvent proposer des modèles comme celui de ChatGPT, d'OpenAI, d'Inflection ou encore d'Anthropic. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration sur Hugging Face? Alors, j'ai pas lu le papier en question, mais si j'essaie de comprendre, l'apparente polémique autour de ce sujet, le problème, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait, croire, ces, fameux modèles nécessitent évidemment beaucoup de puissance informatique, en l'occurrence, de GPU, ces fameuses puces de NVIDIA, pour 2 choses. La première chose, c'est de les constituer, autrement dit de les entraîner. Et c'est, celui qui a aujourd'hui, à date, hein, le modèle le plus avancé en la matière, reste OpenAI. La promesse Ouais. de Gemini, c'est que, bon, ce serait, plusieurs centaines de fois plus important, que Bard. On parle alors je sais pas quelle est la réalité, mais en tout cas, ce serait largement supérieur à GPT-4 comme puissance. Mmh. Heu, ce que je ce donc ça, Une, c'est pui- le premier aspect. une puissance de calcul supérieure, 5 fois supérieure à GPT-4 Ouais, c'est d'ici la fin de l'année certains et disent 20 5, fois certains d'ici voilà, fin c'est ça, 2024. voilà. Donc il y a cette 1er aspect, hein, pour pouvoir constituer ces modèles, hein, il faut beaucoup de puissance de calcul pour pouvoir les entraîner, beaucoup de data évidemment, hein, pour pouvoir les entraîner, mais bon, Google a énormément de data au travers de son index, au travers de tout ce qu'il a pu indexer. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est que pour pouvoir ensuite inférer, c'est-à-dire utiliser ces modèles, il faut aussi beaucoup de puissance de calcul. Mmh. Hugging Face apporte, quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un hub où vous avez des modèles, donc ces fameux moteurs d'intelligence artificielle open source, qui sont distribués. Alors les puristes diront: «Certains le sont open source, d'autres pas», mais bon, peu importe. Disons que, en tout cas, ils sont Mmh. distribués au travers du hub de Hugging Face, et Hugging Face propose d'instancier un modèle, c'est-à-dire de télécharger en gros un modèle. Prenons un modèle qui a été développé par un Français, hein, c'est Falcon, Oui, par Lighton, hein. Donc, très bien. Falcon 40, Billions, donc on le télécharge et on le met sur une instance de GameFace, c'est-à-dire un espace qui nous appartient, et on loue cette instance. En gros, on loue des machines, d'accord? Et ces Ouais. machines coûtent extrêmement cher à faire tourner. Pour faire tourner, un modèle comme celui-là, c'est-à-dire commencer à l'utiliser, bah, il faut, à minima, il faut compter entre 5 et 6 000 € par mois, de location des machines, et puis, quand ça commence à être Mmh. vraiment puissant, ça chiffre très vite. Donc, Ouais. peut-être que la polémique réside dans le fait de dire que, d'abord, ces modèles, vont pas forcément tous être open source. Alors je ne sais pas si Gemini le sera ou pas, en tout cas, c'est pas très clair pour moi, peut-être pas. Mmh. Mais quand bien même, il serait disponible par exemple sur, Hugging Face, il faudrait énormément de puissance de calcul pour les faire tourner, pour les Bien faire sûr. fonctionner pour ses propres besoins. Ce que font, Google, OpenAI, et d'une certaine mesure, Microsoft, en partenariat avec OpenAI, c'est qu'ils mettent à disposition non pas un espace qui vous est propre, mais un accès à une API, et vous payez à l'usage. D'accord? Et Mmh. donc, ils ont leur propre infrastructure qui est extrêmement importante, hein, parce qu'ils ont des moteurs, ils ont des machines à foison, et c'est ce qu'on retrouve sur ChatGPT ou sur, l'API OpenAI, et vous payez soit un abonnement avec ChatGPT qui est un fixe par mois, soit, à l'usage, au token, c'est-à-dire au couple, au trio de lettres que vous générez avec l'outil. Soit vous avez une approche à la Hugging Face, où là, cette fois-ci, vous utilisez, des machines que vous louez. Mmh. Alors c'est pas vraiment à l'usage. En moyenne, c'est au mois, mais vous pouvez avoir des moyens de limiter aussi vos coûts, mais en moyenne, c'est au mois. Mais il faut beaucoup de puissance, et la plupart des modèles open source sont pas aussi puissants que OpenAI, ceux d'OpenAI, ou encore moins Gemini. C'est probablement là que vient, peut-être la polémique, c'est de dire qu'avec, par exemple, l'arrivée de Gemini, on n'aura pas la capacité de faire tourner, c'est-à-dire d'inférer le modèle sur une plateforme Ouais. comme celle de Hugging Face, parce qu'il faudra une machine énorme pour pouvoir l'utiliser.
Et ça c'est vrai, ça c'est très vrai. Et c'est probablement le business model aussi de ces acteurs comme Microsoft qui vous louent à l'usage ou au mois, c'est aussi possible au mois, mais souvent à l'usage, leur plateforme au travers, par exemple, de l'API OpenAI. C'est peut-être là que Oui, oui. que ça se tient. Et c'est vrai que les modèles open source aujourd'hui sont encore beaucoup moins puissants que les très très gros modèles comme, comme GPT-4. Tout à fait, tout à fait. Même si on peut retrouver du Llama 2, par exemple, sur Hugging Oui, Face, ouais. par Meta, donc, qui a des performances qui sont quand même assez impressionnantes, donc dans l'open source. Alors pour avoir joué un peu avec Llama 2, sur Hugging Face en l'occurrence, d'abord il faut des machines, il faut louer des machines, au moins 2 A100, Ah sur, oui. ouais, parce qu'avec un A100 vous n'arrivez pas à vraiment l'utiliser. En tout cas, il s'avère qu'au sein de ma boîte, on a développé des applicatifs qui tournent au-dessus des moteurs, principaux, en l'occurrence GPT-4, et on est Mhm. agnostique en termes de modèle. C'est-à-dire qu'on peut brancher du Llama, on peut brancher de l'OpenAI, on peut même brancher du Falcon. Et donc on a utilisé, nos applicatifs qui nous servent, hein, pour automatiser un certain nombre de tâches. Là, on les utilise habituellement sur GPT-4, on les a utilisés par exemple sur Llama 2. Donc il a fallu tester, le déploiement d'un modèle Llama 2, sur Hugging Face. Il faut vraiment des machines, le minimum étant un A100, mais 2 A100 c'est bien. Et vraiment pour les faire tourner, il faut se limiter en termes de traitement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur donner un contexte trop large, c'est quand même, assez limitant. Hmm. Dès lors qu'on veut essayer de se rapprocher, toujours en mode transformation, hein, même pas en mode génération, de l'usage qu'on a de GPT-4, heu, ça coûte une fortune en réalité. Vaut presque mieux continuer, je parle économiquement parlant, hein, d'utiliser, l'API OpenAI Ouais, qui est beaucoup moins cher, qui est probablement d'ailleurs, ils font du dumping, hein, OpenAI pour bien sûr. attirer à eux le plus d'utilisateurs. Après, il y a un autre aspect, qui est très important, c'est que quand vous utilisez votre propre modèle open source que vous instanciez sur vos propres plateformes, vous maîtrisez les données que vous y injectez. C'est-à-dire qu'il y Oui. a plus de problèmes de privacy, il y a beaucoup moins de problèmes de sécurité de data, alors que quand vous injectez des données qui sont des données, peut-être, confidentielles, sur les moteurs d'OpenAI, même si ils s'engagent à ne pas utiliser ces données pour Mhm. entraîner leur modèle, on ne sait pas ce qui se passe. Heu, Oui, bien sûr. Avec la version Enterprise de ChatGPT oui. qui vient sortir de GPT-4. Et donc, bah, justement, alors, Michel, donc par rapport au projet que tu fais tourner un petit peu sur tes A100, hem, alors j'ai vu quelques projets sur lesquels tu as travaillé, toi donc, et Brightness, donc ton entreprise, et j'ai vu et je pensais que ce serait sympa d'en parler un tout petit peu pour nos auditeurs parce que j'ai écouté ça hier, ça m'a beaucoup plu. Donc, pour commencer, donc déjà, tu as sorti, donc sur ton podcast, un entretien avec Nietzsche, le philosophe, donc qui était très intéressant. Donc c'est une conversation que tu avais avec lui. Moi, j'ai adoré parce que j'ai trouvé que ça rendait, heu, le philosophe très accessible. Heu Ça permet de le faire, interagir aussi sur des questions un petit peu plus, contemporaines. Très marrant quand tu lui parles notamment du transhumanisme, par rapport donc au concept, du surhomme notamment. Quand tu parles encore de la mort de Dieu. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cet exemple, de Nietzsche avec, les LLM? Oui, bien sûr. C'est un projet, que j'ai monté, avec, un copain que tu connais certainement, Cyril Mmh. Delasteyrie. Yes. On discutait de ce sujet-là, bah, ça fait pas mal de temps. On avait même enregistré un podcast sur, ChatGPT ensemble et On j'avais découvre que c'est un grand fan, hein, d'ailleurs, de Nietzsche, hein. oui, il adore Nietzsche, il a lu tout Nietzsche, et donc je lui dis: «Mais, on tu sais qu'on peut faire revivre, des grandes personnalités décédées, et de les faire parler».
Et il me dit: «Ah bon, bah, alors faisons-le avec Nietzsche». Je dis: «Bah, OK, pas de problème». Donc qu'est-ce qu'on fait, avec Nietzsche? Donc il y a un certain nombre de briques, logicielles que j'avais développées avec Brightness qui Oui. consistaient à, d'une part, avoir un chatbot, qui ressemble d'ailleurs à ChatGPT, mais dans lequel on peut injecter, beaucoup de données, de différentes formes. Ça peut être des fichiers texte, ça peut être de l'image, ça peut être du son, pour pouvoir, non pas entraîner, mais on va dire enrichir le cerveau de cette machine, de ce clone, de la personnalité qu'on veut reproduire. Et donc je lui dis: «Bah, écoute, on va prendre tous les bouquins de Nietzsche». Et il me dit: «Ouais, prenons aussi la biographie de Nietzsche», j'ai oublié le nom de l'auteur de la biographie, mais d'un mec que j'aime Oui. beaucoup, un super bouquin sur Nietzsche. Je dis: «OK, bah, Mmh. prenons ça», et on a retrouvé les bouquins, on les a injectés, dans le petit applicatif, et sur la base de ça, on a créé un clone de Nietzsche. Alors très brièvement, comment ça marche? En fait, à chaque fois que vous posez une question, au clone, en texte, hein, on écrit la question en chat, ça va chercher dans, les bouquins, dans toute la base des Mmh mh. bouquins, Oui. des éléments contextuels, sémantiques qui se réfèrent à ce que pourrait être une réponse. Mais c'est de la recherche sémantique, et ensuite c'est le moteur, l'équivalent de ChatGPT, qui récupère tout ce contexte, qui pèse à peu près 1 page et demie ou 2 pages, Mmh peut-être un mh. peu plus, ça dépend en fait du Ouais. du niveau d'information qu'on retrouve, et il reformule cette réponse de sorte à ce qu'elle, corresponde au ton, à la manière dont on lui a posé la question, même la langue, pour pouvoir vraiment s'adapter à son interlocuteur. Oui, Et la 1re personne en effet, ça change, tout dans l'entretien, voilà, quoi. c'est ça. C'est-à-dire qu'on lui dit: «Mais parle à la première personne», donc tu vas, et en plus, en fonction de la question, la manière dont la question a été posée, il va s'adapter en fait, le ton va s'adapter. Et sur la base de cette réponse, on la met dans un text to speech, avec une voix qu'on a choisie en français, et il génère la réponse, en audio. Donc il suffit de poser la question, à l'oral, la transformer, en écrit, alors soit automatiquement, soit on le fait manuellement, et ensuite on récupère un petit, MP3 qui correspond à la réponse, et j'ai construit un podcast comme ça. Et si et Excellent. d'ailleurs dans le podcast, je sais pas si je le mets dans le podcast, mais on pourra le mettre éventuellement si ça t'intéresse, Mmh mh. dans la description de ton podcast. Mmh mh. Il y a une application qui existe en ligne qui est le clone de Nietzsche avec qui on peut converser, que j'ai mis en ligne, et on peut lui poser des questions sur tous ses bouquins, et il nous parle comme si c'était Nietzsche. Oui, bien sûr, on veut la mettre, c'est super. La réponse que fait Nietzsche, aux questions que tu poses, elle est, tu la limites en termes de tokens? Non, elle En est pas nombre de limitée. tokens? Elle est D'accord. pas Mmh. limitée en termes de tokens. Elle est, naturellement limitée, enfin, elle est Mmh mh. techniquement limitée par, parce que j'utilise OpenAI, en Oui. background, et en l'occurrence GPT-4, et Mmh. j'utilise le modèle, 8K. Donc, au total, entre la question et la réponse et le contexte que je lui injecte, il y a 8 000 tokens. Donc, en gros, la réponse, elle doit Mmh. faire à peu près 2 000 tokens, entre 1 500 et 2 000 D'accord, tokens. Mais ça suffit largement pour tenir une conversation. 1 bien 500 sûr. tokens, c'est, en multipliant par 3, c'est quand même près de 5 000 signes. Donc, Ouais. ça va Ouais, ouais, bien pour une sûr. réponse. C'est une longue Et réponse. alors, autre exemple, sur lequel, tu as travaillé, mais qui est lié parce que tu utilises, je pense, une technologie commune, c'est un podcast, alors je veux pas spoiler, mais donc un podcast que tu as réalisé, hem et sur lequel en fait donc c'est pas toi en fait qui commentait donc qui parlait sur le podcast, mais peut-être ton clone vocal ou ton sosie Oui. vocal? Oui, oui. Après, il y a eu plein d'expérimentations, similaires, hein, qui ont été faites Mmh. d'ailleurs, avec ce type de technologie. Hem, D'ailleurs récemment, tu as entendu parler de cette, fameuse histoire du clone d'abord de Macron et ensuite de Gaulle, qui a été banni de Twitch Oui, d'ailleurs. Je pense oui. qu'il utilise la même, techno, ou la techno sous-jacente open source. En Oui. l'occurrence, Ah, moi je savais pas qu'il j'utilisais avait été banni, oui, oui, ouais, il a d'accord. été Ouais, banni, il a été banni. Il a je été vois la banni pour une personne qui a sombre fait ça à histoire, Nice, ouais. ouais, tout Oui, à à fait. Nice. Oui, j'utilise, les algorithmes d'Eleven Labs
qui, Oui. pour moi, la solution la plus accessible et la plus performante aujourd'hui sur le marché en matière de génération de voix. Il Ouais. y a 2 versions, il y a une version standard et une version pro et ce que j'ai fait, c'est que j'ai entraîné, mon clone vocal sur Eleven Labs, dans sa version pro avec à peu près, une petite heure de contenu podcast, passé et Mmh. ça a généré mon clone et sur la base de ce clone, je lui ai, donné un script et il a enregistré un podcast et pour te dire, hein, je l'ai fait Ouais. écouter, à mes proches et honnêtement, Ouais. ils ont pas reconnu la différence entre Oui, donc le clone et la voix naturelle. Donc c'est assez, impressionnant, flippant en même temps, parce qu'on imagine ouais, tous les use cases bien un sûr. peu dangereux Border, qui peuvent ouais, border qui peuvent, mmh, ils peuvent évoluer, évidemment. mais effectivement le podcast c'est assez tentant, hein, d'arrêter d'enregistrer ses podcasts et de lui filer des scripts, Clairement. pour qu'il le fasse à sa place. De lancer ChatGPT, et derrière de passer sur Eleven Labs. En effet, ça peut faire du contenu, Mais sans trop mais d'efforts. tu ouais, ouais, mais je pense que ça va venir très vite. Très certainement, comme on voit les tu sais les tendances en ce moment déjà sur TikTok, des vidéos faceless, tu vois? Je Ouais. voulais creuser d'ailleurs un petit peu ça, des vidéos qui font des millions de vues et qui au final permettent de rapporter de l'argent, de la TikTok money, heu, à donc leurs producteurs. C'est sûr qu'avec, avec les outils dont on parle, on peut imaginer que ça va aller très loin. Oui, oui et encore, la vidéo est pas encore complètement il commence à y avoir quelques outils qui font de la vidéo correcte, face caméra, où Ouais, on sent encore la vallée de oui, l'étrange, tu mais tu parles de quoi? De il y a DID, DID, ouais, DID qui fait Synthesia? ça. Ouais, J'ai les 2, voilà. essayé et l'AI que Oui, j'ai LAI, vu moi dans j'utilise beaucoup vu LAI. dans ton guide d'ailleurs, hein, Ouais. Ouais, bah, bonne c'est tu as cité référence. les 3 les plus intéressants, je crois. D'accord, Voilà. OK. Mmh. OK, bah, écoute, écoute, c'est top et donc Michel, je voulais te poser une petite question aussi, ben, sur, Brightness. Donc je sais qu'en fait, on avait déjà échangé, pour préparer l'épisode il y a quelques mois et je sais qu'en fait, donc avec Brightness, tu travailles sur ces sujets IA bien avant, ChatGPT justement. Donc je pense que vous avez un recul intéressant. Comment est-ce que vous voyez l'usage dans les entreprises? Le la 1re chose que je peux dire, c'est que, on ça y est, on est rentré dans le moment où il faut que les entreprises prennent le train, de l'IA générative. Pas pour des raisons techniques, pas pour des raisons de mode, d'abord parce que la bataille qui se prépare, c'est une bataille de la productivité. C'est-à-dire que ces outils sur certaines tâches et je précise bien, hein, parce que ça va pas remplacer des jobs et des métiers, hein, ça va accélérer, des tâches. Ça va éventuellement, remplacer certains humains sur certaines tâches, mais pas de manière globale. Ça fait gagner entre 15 et 50 de productivité suivant les activités. Donc, c'est une bataille pour la productivité. On voit bien que, aujourd'hui une entreprise, qui, utilise massivement, l'IA, gagne en productivité, réalloue en fait ses ressources, sur d'autres tâches pour avoir de la valeur ajoutée, aller plus loin, faire de la qualité, et va être évidemment beaucoup plus performante qu'une entreprise qui, n'utilise pas, l'IA générative. Donc c'est une question de productivité et de compétitivité et si, on attend trop, si, on laisse passer le train, en fait, on va être largué. Donc, il faut, très vite, s'y intéresser. Quand je dis très vite, c'est dans les, 6 mois qui viennent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on fait ça? Alors, il y a d'abord moi, je dirais l'aspect fondamental de la chose, c'est de comprendre que le principal frein à l'usage des IA génératives, c'est la peur du changement et c'est la résistance au changement et tout notre travail, et ça a toujours été le cas au sein de Brightness, consiste à engager, l'humain autour de ces transformations-là. Transformations au sens large, d'abord en acculturant, en montrant, le potentiel que ça a, en ouvrant les possibilités, les opportunités, en formant.
avec évidemment des experts sur ces sujets, hein, qui vont apporter leur savoir-faire pour débloquer, pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de résistance au changement. Et puis ensuite, il y a la question de l'endroit où l'IA générative, et on parle d'IA générative en particulier, peut avoir une valeur ajoutée dans l'organisation et dans les processus de production. Ça, c'est un travail de conseil qui Ouais. consiste à identifier ces différents points et choisir précisément les priorités de transformation dans l'entreprise. Alors nous, on ne déploie pas de solution, c'est-à-dire qu'on ne développe pas, bien qu'on ait développé notre propre plateforme, mais on s'appuie sur des partenaires hein, qui font ça très bien. Nous, on se situe en amont sur l'acculturation, l'accompagnement à la transformation, la formation et l'identification des points d'accélération dans la chaîne de production. Et puis ensuite, on passe le relais à ceux qui savent déployer, sachant qu'on a une bonne connaissance technologique qui nous permet de bien dépoussiérer, en fait, de bien avancer sur ce qui est possible de faire aujourd'hui, ce qu'il sera à 6 mois, et surtout de mettre le pied à l'étrier aux entreprises. Génial. J'aimerais te poser la question aussi, Michel, de ta vision un peu du paysage français, des acteurs français et de l'importance au niveau de la souveraineté de ces solutions de l'IA. C'est c'est un c'est un des éléments qui alimente l'attentisme autour de l'adoption de ces technologies. Et quand j'entends le discours autour de la souveraineté, je suis un peu partagé. Alors, il faut nuancer évidemment le propos parce que c'est très important de Mmh. maîtriser l'endroit où vont se retrouver nos données, la manière dont on va protéger nos données personnelles, nos données confidentielles, nos données stratégiques. Ça, c'est très important, c'est absolument clé. Pour autant, il ne faut pas que cette crainte, parfois même jusqu'à aller à la paranoïa, Ouais, nous bien sûr. empêche de déployer ces solutions. Donc, il commence à y avoir des acteurs qui se positionnent sur ces sujets. Heu, Prenons sur la couche applicative et celle des modèles. Bon, déjà sur les modèles, cette startup dont on a beaucoup entendu parler, hein, qui a été fondée par Mistral? Arthur Mensch, Mistral.ai, qui ont levé 105 millions d'euros il y a un mois. Ils ont, pour l'instant, pas sorti encore de modèle. Ils sont en train de le développer, de le mettre en œuvre. A priori, il sera open source. C'est une bonne nouvelle parce que, ça va permettre aussi aux Français, de mettre, un pied dans ce monde-là. C'était déjà le cas avec Lighton, hein, puisque Lighton, qui est une boîte Bien française, sûr. avait déjà développé des modèles open source qui étaient plutôt corrects, hein. Il y a Falcon 40 Billion qui fonctionne plutôt pas mal pour faire de la Qui a transformation, impressionné tout le monde. Ouais, tout à qui fait, a ouais, bien impressionné tout sûr. le monde. Donc il commence à y avoir des acteurs. Le principal problème aujourd'hui, c'est pas forcément la couche modèle, encore que ça va très très vite et les géants vont avancer encore plus vite que ceux qui ont moins de sous qu'eux. En l'occurrence, quand on voit que OpenAI dit pouvoir lever 200 milliards pour atteindre l'AGI pendant que Mistral lève 105 millions, tu vois, l'échelle n'est pas du tout la même, donc ça va être compliqué. Ouais. Le principal problème, admettons qu'on utilise les plateformes existantes, en l'occurrence, le modèle OpenAI ou certains modèles open source, il réside dans l'infrastructure matérielle, le cloud. Parce qu'aujourd'hui, même si on utilise un modèle open source comme Llama 2, pour pouvoir le faire fonctionner, il faut des machines puissantes qui vont être hébergées sur un cloud qui n'est pas souverain. Ça va être Bien sûr. Amazon, éventuellement Microsoft Azure, éventuellement Google Cloud. Donc, encore une fois, on a un énorme problème par rapport à la souveraineté, qui est qu'on n'a pas d'infrastructure matérielle réellement souveraine. Ça, c'est le deuxième aspect. Et puis le troisième aspect, évidemment, c'est la data. C'est-à-dire que pour pouvoir faire tourner ces machines, pas ces modèles, pardon, pour pouvoir les utiliser, il faut de la data. Et ça, ça demande, un, une culture de la donnée, deux, une certaine liberté par rapport à l'usage des données. Et on est très entravé en Europe. Donc encore une fois, on a un Bien frein sûr. par rapport à ça. Donc, si on devait conclure sur la question de la souveraineté, moi je dirais, et c'est ce que je conseille aux entreprises,
n'attendez pas d'avoir une solution souveraine pour vous lancer parce que vous ne vous lancerez jamais. Ou en tout cas, vous vous lancerez Ouais. trop tard. Lancez-vous sur un Heu, périmètre, restreint, avec des données qui sont pas trop confidentielles ou pas confidentielles du tout. Heu, Utilisez les solutions les plus avancées pour le faire. Formez-vous, habituez-vous à utiliser ces outils, gagnez en productivité sur les tâches et les différents endroits dans l'entreprise où vous pouvez le faire et une fois que vous aurez fait ça, essayez de penser vos applicatifs les plus agnostiques possibles, de sorte à pouvoir ensuite basculer sur des clouds et sur des applicatifs souverains, ou en tout cas sur des LLM souverains, autrement dit des LLM open source qui tournent sur des machines européennes. Et ça, ça c'est possible. En tout cas, ça a été la stratégie qu'on a adoptée. On est encore sur du matériel et des LLM non souverains, mais on maîtrise des données qu'on injecte à l'intérieur. On n'injecte Bien jamais de sûr. données qui sont confidentielles. Ça, c'est vraiment très important. S'il y a un message à passer, c'est OK pour la souveraineté, mais que l'attentisme vous ne vous empêche pas d'avancer parce que sinon vous allez être dépassé. 100 d'accord avec ce message. Merci de le faire passer, Michel. Il faut donc, il faut avancer. Alors, les dernières questions pour finir notre entretien. J'aimerais te demander un petit peu justement, quelles sont les grandes possibilités et découvertes que tu vois toi, à un horizon de 5 ans grosso modo sur, avec les LLM, avec l'IA? Tu penses que ça peut nous mener à quoi? Au-delà de simples gains, enfin pas si simples que ça, mais de gains dont on parle aujourd'hui qui sont des gains de productivité, vers où on peut aller? Bon, je suis pas Madame Irma, mais je vais remettre, ma casquette de prospectiviste et je vais te faire une réponse en scénario parce que c'est ce qui me semble être le plus sérieux. Merci. Heu, allez, on va simplifier, on va dire qu'on a 3 scénarios. On a un premier scénario, qui est un scénario pessimiste, qui consiste à imaginer que, on va commencer à avoir un problème de puissance de calcul et un problème d'énergie pour pouvoir alimenter ces machines, qui entraînent et qui infèrent. Ça coûte très, très cher, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande beaucoup d'efforts pour fabriquer les puces et donc on peut imaginer une logarithmique qui va nous faire plafonner à un moment donné sur, l'usage de ces IA. Ça, c'est le premier scénario, un scénario logarithmique, qui Mmh. qui consisterait à penser que, les grands modèles, on les a plus ou moins atteints. Peut-être qu'avec GPT 4.5 ou GPT 5, on les aura atteints et que, on va passer sur une phase de plateau où on va avoir le temps de déployer dans les entreprises qu'on utilise déjà, sans avoir une énorme évolution, de puissance de ces outils. Premier scénario. Oui, d'accord, Je super. crois assez peu au scénario, du déclin. Il y en aurait un, hein, tu vois? Du mais bon, je me trompe peut-être, hein, mais je le pense assez peu plausible. Donc c'est le premier scénario de la log de la courbe logarithmique. Il y a un deuxième scénario qui, Mmh. consiste à penser un peu comme l'a dit Sam Altman, c'est la fin de la course aux grands modèles, parce que pour les raisons que je viens de citer notamment, mais on va gagner en puissance, on va gagner en capacité de ces outils, notamment en développant au-dessus, des applicatifs, au-dessus des chaînes de pensée, au-dessus un peu ce que fait, Yann Lequin avec IJPA, c'est-à-dire mixer avec de la multimodalité, pouvoir avoir des chaînes de pensée un peu plus complexes, multimodales et donc là, on va continuer à accélérer, mais de manière linéaire. Dans les 5 prochaines années avec, un déploiement de la puissance, de capacité générative dans tous les domaines, et donc là, une montée en puissance constante de, l'IA dans les entreprises. Je je pense que ce scénario est plausible. Je sais pas Mmh. donner un pourcentage de plausibilité, je pense que ce scénario est plausible. Et puis il y a un troisième scénario qui est un scénario exponentiel. Allez! Et là, dans ce scénario exponentiel, très, très vite, on gagne en puissance, on a assez peu de problèmes d'énergie, assez peu de problèmes
à fabriquer des puces. Probablement qu'on fait un saut technologique qui fait que soit on a moins besoin de puissance pour pouvoir entraîner les modèles, et on a vu d'ailleurs des modèles qui nécessitaient peu de puissance, soit on a des nouvelles puces, il y a les TPU qui arrivent, certains, moi j'y crois pas trop, mais certains parlent de quantique pour pouvoir entraîner ces IA. Je ne vois pas comment, mais admettons, je ne connais pas grand-chose en Mmh. quantique. Mais, Ouais. et on voit une courbe exponentielle, c'est-à-dire que Ah. là, dans tous les 2 ans, tous les années et demie, on double la puissance. Là, très très vite, on va atteindre la GI, la multimodalité qui va dépasser l'intelligence humaine. Quand tu as parlé d'ASI, c'est-à-dire la super intelligence dotée d'une conscience, je n'irai pas sur ce terrain-là parce que c'est une question plus philosophique que technique. Et dans ce cas de figure se posent énormément de problèmes et Ok. énormément d'opportunités en même temps. Pour te donner un exemple un peu rigolo qui frise la science-fiction, on peut imaginer un monde où les IA sont autonomes, travaillent, génèrent de la valeur et qu'elles créent de la valeur pour leurs propriétaires. On peut imaginer par exemple qu'on a des bots en tout genre qui, prenons notre cas, on enregistre des podcasts, on monétise nos Bien sûr. podcasts, en fait, c'est plus nous qui les enregistrons, elles se connectent à des experts qui ont leur propre avatar qui répondent aux interviews, à des entreprises qui ont des avatars ou qui vont représenter des marques ou des produits dans ces podcasts et faire de la publicité. Bref, un écosystème d'IA. C'est pas du tout quelque chose que j'invente, hein. C'est un livre que je cite à chaque fois parce que ce livre est une pure merveille qui décrit parfaitement ce monde qui est fait de bots, d'émulation, qui est un livre qui est écrit par Robin Hanson qui s'appelle The Edge, dont le titre est The Edge of M et qui présente un Mhm. monde fait d'émulation, d'IA comme ça, qui vivent de manière autonome et qui créent de la valeur pour les humains. Et les humains deviendraient finalement des rentiers, des rentiers de l'IA, Ouais. et vivraient de la valeur créée par les IA, entre les IA. Alors, est-ce que c'est possible? Encore une fois, on est dans un scénario, hein. Est-ce que c'est pas possible à moyen terme? Je ne saurais pas mettre une probabilité ou une plausibilité sur ce scénario-là. Mais si on vit une explosion exponentielle de la capacité de calcul et de la capacité de ces IA, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour ces scénarios, Michel. Euh, Écoute, on est très impatient de voir ce qui va se passer. C'est des changements qui sont vraiment très profonds avec des impacts très puissants sur la société. Ça va changer le monde et donc à court terme. Donc on va suivre tout ça avec beaucoup de passion et surtout, ben, en fait, il faut un temps incroyable pour suivre tout ça parce qu'aujourd'hui, on a des news sans arrêt. Michel, dernière question. J'aimerais te demander un petit peu le livre ou le film de science-fiction que tu recommandes à notre audience. Oui, il y en a plein, mais je vais en citer deux. Un qui est, enfin, en l'occurrence deux films, hein. Un qui est très connu dans le domaine de l'IA, qui touche à une évolution de l'IA vers les IA émotionnelles qui m'intéresse particulièrement. Évidemment, c'est Her, où on voit l'émergence d'une IA capable de simuler une relation euh, affective avec une personne au point, bon, je ne veux pas raconter la fin, mais au point qu'il y a une vraie histoire d'amour qui se crée entre l'IA et un personnage. Et puis le deuxième film, c'est un film un peu Bien plus sûr. confidentiel qui est sorti il n'y a pas si longtemps, dont le titre est After Yang. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais le plot est le Non? suivant. C'est dans une famille, heu, tu retrouves, le père, la mère et le fils ou la fille, je ne sais plus, et un quatrième personnage qui s'avère être un robot, mais un robot humanoïde parfait d'ailleurs, qui est incarné par un acteur humain. Et
au début du film, le robot tombe en panne. En gros, il tombe malade, il tombe en panne et on se demande s'il faut le réparer ou s'il faut le remplacer et c'est la réaction de la famille, en l'occurrence la réaction de l'enfant face à ce robot qui, tombe malade, ou est en panne, qui est très intéressante et Et je notre crois que je l'ai vu, rapport en fait. voilà, est assez c'est avec, oh j'ai oublié le nom de l'acteur, bon bref, vous retrouverez. After Yang, qui est un film dont l'esthétique est magnifique d'ailleurs. Mmh. Génial. Michel, merci beaucoup. Merci de t'être prêté donc, à ce podcast Comptoiria. J'étais ravi de te recevoir. C'était passionnant. Merci Nicolas. Euh, je mettrai tous les liens vers lesquels euh, on pointera. Suivez bien donc les posts de Michel et de Brightness. Comment est-ce qu'on peut te joindre et te contacter, Michel? Le plus simple, c'est de me trouver sur LinkedIn, Michel Lévy-Provençal ou Twitter ou X, @mikan, et si vraiment, vraiment, vraiment vous voulez, me joindre, autrement, si vous êtes ni sur LinkedIn ni sur X, à michel@brightness.fr. Super, merci beaucoup, Michel. À bientôt. Merci Nicolas, salut!